Troisième chapitre sur les ondes, caractéristiques des ondes progressives. Le mot progressive peut vous sembler superflu, mais il est important. Les élèves qui font la spécialité physique-chimie verront qu'il y a des cas où les ondes ne sont pas progressives. Bon, démarrons par la recherche de la définition, avec une petite activité qui va vous permettre d'avancer et de trouver cette définition. Parlons de la Ola, exemple souvent cité quand on parle d'une onde. Est-ce qu'il y a transport de matière au cours d'une Ola? Eh bien non, puisque les personnes qui font la Ola vont se lever et à nouveau s'asseoir, elles ne bougent pas de leur place. Néanmoins, quand on parle d'onde, la Ola n'est pas une onde progressive en toute rigueur. La Ola n'illustre qu'une partie de l'aspect ondulatoire. Autre cas, un fouet qui est utilisé. Est-ce qu'il y a transport de matière le long du fouet lorsque le dompteur fait une impulsion? Non, donc ça on retrouve une notion déjà vue. Si on compare les deux, il n'y a pas de transport de matière dans les deux cas, très bien. Par contre, une onde progressive transporte de l'énergie. Dans le cas de la Ola, on ne peut pas dire qu'il y a transport d'énergie. En plus, tous les spectateurs ne vont pas forcément faire la Ola. Par contre, sur le fouet, oui, on a bien transport d'énergie, puisqu'on peut considérer que, au niveau du fouet, on va avoir une variation, par exemple, d'énergie cinétique ou d'énergie potentielle au niveau des points du fouet. Alors, la définition, à vous de la construire avec ces mots. Elle devra être écrite et apprise. Maintenant, on va voir si vous avez compris cette définition que vous venez d'écrire. Je vous laisse encore quelques petits instants pour la noter, avec les mots qui apparaissent à l'écran. Vous pouvez faire un arrêt sur image. On continue. Une petite application. Vous devez dire dans quelle situation on a une onde progressive. Allez, c'est parti. Situation A, un ressort. Situation B, une rivière. Je vous laisse observer la figure. Situation C, on va appeler ça les ronds dans l'eau. Situation D, utilisation d'une échelle de perroquet, donc les qu'on trouve dans les laboratoires. Et puis la dernière situation E, je vous laisse lire. Champ de Pelamis offshore en Écosse. On utilise la houle pour produire de l'énergie électrique. Alors, à vous de noter vos réponses. Si besoin, un petit arrêt sur image s'impose. On continue avec une autre notion qui s'appelle la dimension d'une onde. Une onde se propage à partir d'un point source de l'onde dans des directions de l'espace qui lui sont offertes par le milieu. Alors, il y a une définition que vous devez connaître par cœur, c'est celle d'une onde à une dimension. Je vous la donne à l'oral. Elle ne permet la propagation que dans une seule direction de la propagation. Je répète, ce n'était pas très clair. Si le milieu dans lequel se propage l'onde, du fait de sa structure, ne permet qu'une seule direction de propagation, alors l'onde est dite à une dimension. Vous devez connaître la définition d'une onde à une dimension. Maintenant, une petite application pour aller un petit peu au-delà. Pour chaque cas A, B, C et D, vous devez dire si l'onde est à 1, 2 ou 3 dimensions. Je vous laisse répondre. C'est votre document numéro 1 qui accompagne la leçon. Petit 3, célérité et retard. Donc on va parler de notion de temps. Je reprends l'exemple de la perturbation impulsée sur une corde. Voilà, une photo de la corde à un instant T. Et puis, en pointillé, cette même corde, mais un instant plus tard, on va appeler T plus taux. Donc une autre date, on peut parler de date. Alors, taux, ça correspond au retard de l'onde à une dimension sur cette corde. Taux, c'est la durée qu'a mis l'onde pour aller du point M jusqu'au point M'. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Tout simplement, on peut calculer la célérité de cette onde. Vous pouvez reporter le calcul de cette célérité qu'on va appeler V pour une fois dans votre cours. Ce sera bien la distance parcourue M' divisée par la durée de ce parcours, taux. On aura bien M' à prendre en mètres, attention aux unités, et taux devra être exprimé en secondes pour avoir une célérité en mètres par seconde. Alors on parle de célérité parce qu'il n'y a pas de transport de matière. Voilà. Sinon, on peut parler de vitesse.
Une remarque, de quoi va dépendre la vitesse de l'onde? Dans ce cas, vous comprendrez bien que ça dépendra par exemple de la matière qui compose la corde. Est-ce que la corde est fine ou est-ce qu'elle a un diamètre plus important? Donc ça dépend du milieu de propagation. On fera une application en classe pour un calcul de célérité dans un autre cas, ce sera notre paragraphe petit b, mais là vous pouvez laisser ce paragraphe vide pour l'instant. Je vous rappelle qu'il faut aussi faire le lien entre cela et le TP avec la mesure de la célérité des ultrasons qui a été fait. Grand 2, un autre terme que l'on ajoute, onde progressive sinusoïdale. On commence par la définition. Lorsque la source d'une onde provoque une perturbation périodique dans un milieu, l'onde progressive va être appelée périodique. Donc avant de parler de sinusoïdale, périodique. Voilà, c'est le cas de l'exemple qui vous est proposé. On fait une impulsion sur la corde, elle se déplace. Si on refait une autre impulsion, à intervalle de temps régulier, on aura une onde progressive périodique qui se reproduit identique à elle-même au cours du temps. C'est votre document numéro 4. Si maintenant, pour impulser l'onde, on est capable de donner à la corde une forme sinusoïdale, on va rajouter l'adjectif onde progressive périodique sinusoïdale. Voilà, cela dépend de la forme obtenue au niveau de la corde. Donc, quand la perturbation créée par la source est sinusoïdale, l'onde est également qualifiée de sinusoïdale. En classe, je vous montrerai une animation qui correspond à ce qu'on appelle la cuve à ondes, où l'on a à la surface de l'eau des ondes sinusoïdales. Nous allons maintenant aborder ce qu'on appelle la double périodicité d'une onde. Pour cela, je vais aller vous montrer une animation qui correspond à une onde sur une corde. Le dispositif présenté avec la corde et des petits points ont été repérés sur cette corde à distance égale les unes des autres. Et ici, le dispositif qui va permettre d'avoir une onde périodique progressive et sinusoïdale. Voilà, c'est parti. Je laisse le temps à l'onde d'arriver à l'autre bout de la corde. Bon, vous constatez bien en regardant les petits points bleus qu'il n'y a pas de transport de matière. Un point bleu reste toujours à la même abscisse que je peux essayer de repérer avec ces petits curseurs. Le deuxième point bleu étant voilà, toujours à cette distance-là de l'origine. Focalisons-nous sur un point bleu, par exemple celui-ci qui se trouve voilà, au niveau de ce curseur. Alors vous constatez bien que son abscisse ne bouge pas du tout. Qu'est-ce qui varie? C'est par contre son ordonnée, on pourrait l'appeler Y. Je vais vous présenter une courbe qui se trouve dans les documents qui accompagnent votre leçon. Alors, commençons par la notion de périodicité temporelle. Il ne s'agit pas d'une photo de ce que vous venez de voir sur l'animation. Dès que vous avez un graphique, votre réflexe doit être soit de regarder le titre, là il est absent, on va essayer de le trouver ensemble, ou alors vous allez regarder les axes. Qu'est-ce que vous avez en ordonnée? YM en centimètres. Qu'est-ce que vous avez en abscisse? Le temps en secondes. Voilà, donc ce n'est pas ce qu'on avait sous les yeux il y a quelques instants. On a bien l'axe des temps qui est ici. Donc si on devait donner un titre à ce graphique, et vous l'écrirez sur vos documents, c'est l'ordonnée d'un point qui se trouve sur la corde en fonction du temps. YM égale fonction du temps par exemple. Alors, on peut définir la périodicité temporelle avec la période T majuscule. C'est la durée au bout de laquelle un phénomène se reproduit identique à lui-même. Donc, pour essayer de la trouver sur ce document, on a bien l'axe des temps, c'est là ici qu'on viendra la lire, on va essayer de voir comment se reproduit le phénomène. Et on voit que le point repasse toujours par exemple à cette ordonnée, à intervalle de temps régulier. Alors, pour lire la période, il faut être le plus précis possible. Pour être le plus précis possible, on ne mesure pas une seule période sur le graphique, on va essayer d'en mesurer un grand nombre. Si possible, on prend un nombre qui soit pratique pour les calculs. Ici, on voit qu'on peut considérer 1, 2, 3 périodes entre ces points. Peut-être une autre possibilité ici, si je démarre de là, j'ai 1 période, 2 périodes, 3 périodes, la lecture est peut-être un petit peu plus aisée. On se retrouve avec 3 périodes sur quelle durée? Alors, on est ici en milieu de graduation, là on voit qu'on commence à avoir des problèmes de précision. Donc on est à 3 périodes qui s'étalent sur 9,5 secondes. D'où le calcul que vous pourrez écrire sur votre document. Cela nous donne une période égale à
9,5 divisé par 3, soit 3,2 secondes. Une autre manière de faire, je mesure à la règle d'ici jusqu'à la graduation maximale dont je dispose, 13 secondes, et je regarde combien j'ai de centimètres. Je fais de même jusqu'à la durée qui correspond à 3 périodes. Je mesure en centimètres, puis je fais un calcul de proportionnalité pour peut-être affiner cette fameuse valeur de 9,5. C'est préférable, on le fera en exercice. Ça s'appelle la méthode à échelle maximale. Vous connaissez bien la période, je vous fais un rappel par rapport à la classe de première. On peut également définir la fréquence, l'inverse de la période, 1 sur T, la fréquence F ou nu en Hertz. Donc c'est le nombre de périodes qu'on a par seconde. Une remarque, la fréquence est imposée par l'émetteur de l'onde. Elle ne varie pas lors de la propagation, elle est constante. Autre périodicité, la périodicité spatiale. Et bien, si on parle de l'espace, là, le graphique que l'on va devoir étudier correspond bien à notre situation, à savoir une vue dans l'espace. On va appeler l'axe des X ici, et puis l'axe des Y. On va arriver à la notion de longueur d'onde, périodicité dans l'espace. Donc, je vous rappelle que la longueur d'onde, c'est la plus petite distance qui sépare deux points du milieu, ici la corde, qui sont dans le même état vibratoire, c'est-à-dire qui vibrent en phase, un petit peu de vocabulaire. Alors, je vais vous remontrer sur l'animation. Retour sur l'animation. Voilà, j'ai placé un premier curseur pour ce point bleu de la corde, et on voit bien que dans l'espace, l'onde se reproduit identique à elle-même. On a des points de l'espace, je vais marquer un petit arrêt, qui vibrent de la même manière. Ce point bleu vibre de la même manière que celui-ci, sur la même position au même moment. J'ai fait un arrêt du temps sur l'image. Je retrouve la même chose pour ce point-là, celui-ci. On constate que ceci se fait à intervalles de distance réguliers, d'où la notion de longueur d'onde. Alors la longueur d'onde, c'est la plus petite distance qui sépare deux points dans le même état vibratoire. Mais on va pas la mesurer directement, comme ça, par souci de précision. On va essayer de mesurer plusieurs longueurs d'onde. Là, je suis à une longueur d'onde. Alors, je peux faire un petit peu mieux. Si je place ce curseur, je peux pas aller plus loin. Alors, le curseur là, il est bien placé. Donc là, je suis à une longueur d'onde, 2, 3, et grâce à l'animation, je peux me placer au bout de 4 longueurs d'onde. Donc la distance entre ici et là correspond à 4 lambda. Faisons une application numérique. Là, on est à quelle distance? On est à peu près à... Alors, on est à 5,5 cm. Et ici, on est à 45,5 cm. Donc, on a 40 cm qui séparent les deux pour 4 longueurs d'onde. Ça nous fait une longueur d'onde d'à peu près 10 cm. Alors là, en termes de précision, on voit bien que c'est pas extraordinaire. On peut calculer l'incertitude relative. On a en gros un demi-centimètre d'incertitude à diviser par 40 cm. Alors 0,5 divisé par 40 et on multiplie par 100 pour avoir l'incertitude relative. Alors ça donne un résultat de 1,3%. Si on veut maximiser, on va dire qu'on est à peu près à 2% sur l'incertitude pour 4 longueurs d'onde et non pas sur une seule. Alors 2% pour 4 longueurs d'onde, on peut considérer que pour une longueur d'onde, on a 4 fois moins. D'où l'intérêt de faire ce calcul sur 4 longueurs d'onde et non pas sur une seule où on aurait 0,5 cm, mais sur une dizaine de centimètres au niveau de notre longueur d'onde, ce qui ferait un pourcentage de 5%. On est à plus du double. Voilà, vous avez l'intérêt de mesurer plusieurs longueurs d'onde, moins d'erreurs, moins d'incertitudes. Dernier paragraphe, le petit 3, il n'apparaît pas sur cet écran. Il s'agit de la célérité d'une onde progressive sinusoïdale. Étant donné que la longueur d'onde, c'est la distance parcourue pendant une période t, eh bien pour calculer la vitesse ou la célérité de l'onde, vous pourrez faire une vitesse étant une distance divisée par une durée. Vous prenez cette distance-là et cette durée-là associée, v sera égal à lambda divisé par t. Un petit défi, essayez maintenant d'exprimer v, vitesse de l'onde, en fonction de lambda, mais aussi de la fréquence que vous appellerez f ou nu. C'est un bon petit exercice. Avant de passer à la transition sur le prochain chapitre, nous parlerons du son. Je vous laisse sur ce, et je ne vous passe pas la petite flûte traversière. Je laisse un petit peu de teasing pour le prochain chapitre. Merci à vous, bon courage.